Depuis, les taux ont baissé. Du coup, les banques refont de la marge sur les prêts immobiliers et de ce fait, elles sont de nouveau volontaires pour recruter des clients et faire du prêt immobilier. Donc, nous-mêmes, courtiers, avons un accueil beaucoup plus favorable des banques comparé à la situation d'il y a un an. Donc là, depuis début 2024, nous sommes passés d'un taux, alors attendez, j'ai gardé des traces, à plus de 4%. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on arrive à avoir du 3,50, 3,40, 3,30 sur 25 ans sur certains dossiers. Les banques sont OK pour financer des résidences principales, hein, ce qui est, je pense, une part importante de vos demandes d'achat immobilier. Mais également de la résidence secondaire, du locatif, bien sûr, que ce soit dans l'ancien ou que ce soit dans le neuf. Petite parenthèse, puisque Christophe parlait du Pinel. Donc oui, c'est la dernière ligne droite là pour pouvoir faire des financements. Et encore, je pense qu'on va bientôt avoir de la part des banques des dates limites pour faire des crédits sur des investissements neufs et notamment Pinel, puisque vous savez que réglementairement, c'est des dossiers assez complexes et les banques, elles ne veulent pas prendre de risques avec ça. Donc, en effet, le mois de septembre, je pense que ça va être quasiment le dernier mois pour pouvoir, ou l'avant-dernier mois pour pouvoir faire des dossiers en financement neuf. Donc, il y a le prêt à taux zéro hein, qui offre un avantage certain. Il y a le prêt Action Logement, si tout le monde connaît, prêt Action Logement qui permet aux salariés d'une entreprise de plus de 10 employés d'avoir un prêt de 30 000 euros à 1%. Certains clients qui rachètent des logements HLM ont le droit au prêt Action Logement. De toute façon, quand il y a un doute, vous pouvez sur le site Action Logement et en 3-4 clics, vous savez si le client a le droit ou pas à ce prêt aidé. 30 000 euros à 1%, vu le contexte, c'est quand même un vrai avantage. Question qui revient souvent sur les financements par rapport à la situation du moment. Les gens n'ont pas toujours l'apport nécessaire et ça peut être très bloquant. Quand on dit apport, les banques en général attendent au moins les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier de la banque. Donc grosso modo une enveloppe de 10% de l'investissement. Donc c'est pas un vrai apport, c'est juste payer les frais. Donc la plupart des banques attendent ce montant-là. Donc si vous avez des clients qui veulent acheter un bien à 250 000 euros, c'est pas loin de 25 000 euros d'apport. Donc tout le monde ne les a pas. À noter que j'ai quelques banques partenaires qui sont OK pour financer au-delà des 100%, c'est-à-dire de payer les frais de notaire, voire les frais de garantie. Donc, il y a 3 banques sur le marché aujourd'hui qui sont OK pour faire ce type de financement-là. Donc, quand vous avez un doute sur des clients qui ont peu d'apport, sollicitez-moi pour que je puisse vous rassurer, ou pas d'ailleurs, pour savoir si vos clients pourraient obtenir le prêt. Donc, on peut faire du prêt à 110%, du prêt à 100% quand il y a les frais. Et sur certains investissements, les banques peuvent demander un apport supplémentaire en fonction du profil des clients. Donc voilà concernant l'apport. Pour ceux qui font des investissements locatifs, pareil, c'est un critère qui évolue. Généralement, on sait que les banques retiennent 70%, voire maintenant 80% et même 90% parfois du revenu locatif. Donc ça, c'est un point qui va dans le bon sens pour permettre à vos clients d'avoir une capacité d'emprunt meilleure. Je rappelle d'ailleurs que ce qu'on appelait le différentiel foncier, à savoir faire la distinction entre le loyer que vous recevez et le prêt que vous payez. Avant, on avait le droit de déduire, vous aviez un loyer de 1 000 euros, un prêt de 1 000 euros, ça faisait une charge de 0, ce qui était magique et ce qui a permis à beaucoup de gens d'investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, c'est interdit. Depuis un peu plus de 2 ans, les banques n'ont plus le droit de faire ce calcul-là. On met les revenus d'un côté, les charges de l'autre, et on fait un calcul d'endettement revenu sur charge avec un maximum de 35% accepté. Donc voilà, si ce point-là venait à changer dans les mois à venir, c'est sûr que ça permettrait de vraiment faire beaucoup plus d'investissements locatifs pour vos clients. Aujourd'hui, on est bloqué, beaucoup de gens sont bloqués parce qu'une fois qu'ils ont acheté leur résidence principale et qu'ils sont endettés à 33, 34, 35%, il est difficile pour eux derrière d'ambitionner un investissement locatif. Encore une fois, en cas de doute, n'hésitez pas à me solliciter pour que je fasse les calculs, que je vous rassure ou que je vous dise vraiment ce vers quoi vous vous engagez.
À noter également que je fais du crédit immobilier, mais je fais aussi du regroupement de crédit, du rachat de crédit, et nous travaillons avec des organismes français, belges, européens, qui parfois offrent des solutions différenciantes. Par exemple, un de vos clients a déjà acheté un appartement il y a 10 ans, donc il a fait un prêt sur 20 ans à l'époque, il lui reste 10 ans à faire et il aimerait réinvestir. Il est au maximum de l'endettement. On a la capacité de racheter le prêt immobilier en cours, de le rallonger pour le remettre sur 20 ans afin de lui dégager une capacité d'emprunt. Donc ça, pour vous, ça peut vous permettre, quand vous pensez que c'est un peu juste, que je trouve une solution pour que votre client puisse réinvestir. On a des crédits hypothécaires aussi qui sont possibles. Crédit hypothécaire, ça veut dire quoi? C'est un de vos clients patrimonial, souvent qui a beaucoup de patrimoine immobilier, mais qui n'a plus de capacité d'emprunt. Nous faisons un prêt sur son patrimoine immobilier. Ça peut être un prêt in fine, c'est-à-dire qu'il ne paye que des intérêts tous les mois, donc ce n'est pas une grosse charge, et il remboursera dans 10 ans, par exemple, cet investissement. Donc, des solutions, voilà, hormis les prêts traditionnels avec les banques, il y a d'autres solutions qui existent. Bonjour Louis, j'en profite. Qu'est-ce que j'avais noté comme oui, critère important également pour les banques, le DPE. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais voilà, plusieurs banques maintenant mettent des malus au taux de prêt, voire même refusent parfois les financements si le DPE est trop mauvais. Si vous avez un DPE F ou G, soit il n'y aura pas de dérogation de taux, donc ça fait un écart de taux qui est très important, soit même certaines banques, telles le Crédit Mutuel parfois, notamment, peut être amené à refuser le financement, pour dire on ne finance pas un bien qui a un DPE trop négatif. À l'inverse, certaines banques bonifient les taux pour les DPE A, B, voire C. Par exemple, la Société Générale fait un bonus de 0,20% sur les biens qui sont très bien notés en termes de DPE. Donc, au lieu d'avoir un taux à 3,50, par exemple, on pourrait avoir un taux à 3,30 parce que le DPE est A ou B. Donc, voilà, sachez que le DPE, ça devient un critère assez important pour les financements. Je vous ai préparé, je vais vous partager sur mon écran un support que Laurie vous fera suivre, ou Christophe, qui vous permet à vous, quand vous êtes avec vos clients, d'avoir de suite, en fonction des revenus de vos clients, une visibilité sur ce qu'ils peuvent emprunter. Je vous ai fait un tableau, vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez pratique. Et parfois, même dans les négociations avec vos vendeurs qui disent, bah voilà, moi, ma maison, elle vaut 500 000 euros. Vous dites, mais vous savez ce qu'il faut gagner pour emprunter 500 000 euros? Et les gens n'ont pas forcément la notion, surtout si c'est un bien qui a évolué dans le temps. Ils l'ont acheté 200, ils veulent le vendre 500. Aujourd'hui, 500 000 euros avec un taux à 3,50, grâce à ce tableau, vous saurez combien il faut gagner. Et ça, parfois, c'est un vrai argument de dire, vous savez qu'il faut gagner 10 000 euros pour emprunter autant. Et les gens, des fois, ça leur parle plus de parler de salaire que de parler de mensualité. Je vais essayer de vous partager ça et Laurie vous l'enverra. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Hop. J'en ai fait un autre que je vous ferai suivre dans un deuxième temps, mais celui-là, déjà, il est parlant. Ça vous permet de voir que, par exemple, sur 25 ans, si vous voulez emprunter, là, je me place sur la colonne de droite, à peu près 460 000 euros, sur 20 ans, il faut gagner 7 000 euros parce qu'il faut assumer une mensualité de 2 310 euros hors assurance. Donc, avec un taux à 3,50, ce qui est le taux à peu près de la période, c'est pas le plus mauvais des taux en plus. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de 500 000 euros. Voilà, 500 000 euros, on va être à 7 500 à peu près. Donc ça peut vous permettre, vous en support, si vous l'avez sous le coude, en un clin d'œil, vos clients ils disent voilà, nous on gagne 3 000 euros. 3 000 euros, vous savez qu'ils peuvent emprunter sur 25 ans 200 000 euros à peu près. Donc 200 000 euros en fonction de l'apport qu'ils ont, ça vous permet en 2 secondes de savoir si la maison à 400 000 qu'ils veulent vous acheter, s'ils n'ont pas 200 000 plus les frais d'apport, ça ne sert à rien. Donc évidemment, après, pour peaufiner, faites appel à moi. Je vous ai mis toutes mes coordonnées sur la fiche. Mais ça, je pense que si vous l'avez sous le coude, ça vous permet vraiment d'être réactif, d'être précis. Et vous me direz si c'est quelque chose qui vous plaît. Et à ce moment-là, moi, je le mettrai à jour avec les taux. Quand les taux évolueront de manière importante, je vous mettrai ça à jour.
Alors, toc, je l'enlève. Hop. Est-ce que, pour le moment, je pense que c'est pas mal. Est-ce que vous avez des sujets, des questions que vous aimeriez poser? J'ouvre le chat. Si jamais il y a des questions qui veulent être posées sur le chat, n'hésitez pas. Voilà, les bonnes nouvelles à retenir, c'est que les taux baissent, c'est que les banques veulent prêter. Donc, pour vous, pour conclure pour vendre vos biens, bonjour à tous, bonjour. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, Christophe. C'est Grésil, Louis. Pose la question sur le chat. Si tu veux. Ouais, c'est Louis qui est. Christophe, bonjour. Bonjour, Louis. Ouais. Bonjour. Pour les critères de dossier par rapport au prêt à 100 et à 110%, il y a des critères particuliers? Quand une banque va te prêter à 110%, il y a deux inconvénients, on va dire. C'est que d'une part, le taux sera un peu plus haut que sur un crédit normal. Ils vont majorer de 0,10, 0,15, 0,20 parce que pour eux, c'est plus de risque. Donc, le risque, ça se compense par le coût. Et après, l'endettement, par exemple, pour la Banque Postale, j'ai eu le cas cette semaine sur un dossier. Au lieu d'être 35% maximum, ils avaient baissé à 33%. Voilà, c'est les deux choses. Après, voilà, il ne faut pas que quand vous avez un dossier comme ça qui n'a pas d'apport, il faut que le compte il soit propre, entre guillemets, il n'y a pas d'incident. Il faut que le saut de charge, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que payent les clients aujourd'hui et ce qu'ils paieront demain. Là, j'ai eu le cas avec un client, ils sont hébergés gratuitement, donc ils ne payent pas de loyer. Ils vont passer dans la future, suite à l'achat immobilier, à une mensualité de 1 300 €. Si tous les mois, on voit qu'ils sont tendus sur leur compte et que d'un seul coup, il y a un saut de charge, donc ils passent de 0 à 1 300 € et qu'en plus, ils n'ont pas les frais, la banque, elle va tiquer fortement parce qu'elle va dire aujourd'hui, ils ne mettaient pas l'argent de côté, ils étaient tendus, comment ils vont faire pour payer mes 1 300 €, même si l'endettement à 33% est respecté. Donc ça, voilà, quand vous avez des clients qui vous interrogent, pourquoi pas ne pas avoir assez d'apport? Ça peut arriver, ils sont jeunes, etc. Mais il faut montrer que tous les mois, ils sont en capacité de payer la mensualité. Donc, s'ils n'ont pas de charge, qu'ils mettent de côté l'équivalent d'un prêt pour montrer, vous voyez, tous les mois, on met 1 000 € de côté. Donc, on sera capable de payer notre prêt à 1 000 € par mois. Mais sinon, le reste, non, il n'y a pas d'autres éléments bloquants. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. J'avais une petite question, enfin deux questions par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà par rapport au prêt à taux zéro dans l'ancien, est-ce que les critères ils ont changé? Les critères de revenus pour le prêt à taux zéro dans l'ancien. La deuxième question, c'est par rapport au 0,20, vous parlez de la Société Générale. Je n'ai pas bien entendu si c'est le B ou le C qui sont améliorés de 0,20. A, B, C. Pour la Société Générale, c'est A, B, C. Vous avez un bonus de 0,20. Okay. La deuxième, c'est le prêt à taux zéro dans l'ancien. Est-ce que les critères de revenus ont changé? Sincèrement, je sais que le prêt à taux zéro avait été renouvelé en début d'année 2024. Après, c'est les zones qui ont bougé. Je ne crois pas que les revenus, il faudrait revérifier sur le site, mais je ne crois pas que les revenus ont bougé. En général, moi, c'est vrai que je le simule en fait quand j'ai les clients. Il n'y a pas un tableau là-dessus, non? En fait, c'est sur le site de l'État. Moi, je vais chercher souvent pour être à jour et pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais toujours chercher sur le site de l'État. Il y a un site il y a le site de l'État qui est mis à jour au fil de l'eau, ce qui permet d'être sûr de ne pas se tromper. Et après, j'ai mon logiciel, bien sûr, de prêt qui, quand je saisis les revenus, me dit si j'ai le droit ou pas, quoi. Mais j'essaierai de voir si je peux vous trouver un support aussi pour ça. Parce qu'il me semblait que le prêt à taux zéro, justement, ils l'avaient s'ils avaient des travaux de rénovation et si le DPE était mauvais, dans l'autre sens par rapport à la Société Générale. Le prêt à taux, c'est deux choses différentes en fait. Le prêt à taux zéro, il faut voir dans certains cas s'il y a beaucoup de travaux, s'il peut être fait, ça arrive. Mais sinon, DPE, ça veut dire. Pardon? Un mauvais DPE. Voilà. Oui, ça dépend quel genre de travaux en fait. Ça dépend. Des fois, c'est pas toujours le DPE. Souvent, c'est la rénovation énergétique parce que vous aurez peut-être le prêt à taux zéro parce que vous avez beaucoup de travaux, mais par contre, le taux du prêt principal, lui, il sera pourri parce que vous avez un mauvais DPE. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est deux choses différentes. L'accès au prêt à taux zéro, c'est un prêt d'État en fait. Donc ça, c'est un taux réglementé, alors que le prêt de la banque, c'est elle qui décide ses critères. Et dans les critères de la banque, notamment de la Société Générale, et j'y ai travaillé 21 ans, donc je la connais plutôt bien,
En ce moment, voilà, si vous avez un DPE F et G, bah, vous ne pouvez pas déroger le taux, vous n'avez pas le bonus de 0,20, du coup, vous aurez un écart de taux entre ce que je peux obtenir en négociant et là, je ne pourrais pas négocier, je peux avoir des écarts de 0,50. Oui, mais à côté de ça, si c'est un primo-accédant, il peut avoir le prêt à taux zéro, qui peut monter jusqu'à 60 000 euros. Donc, Ouais, mais prêt à taux zéro, il faut une part de travaux très importante quand même pour l'avoir. Et après, il faut voir la zone aussi. Donc ça, il faut C'est les calculer, travaux, il faut le tout ce qui est simuler. travaux d'économie d'énergie, d'amélioration de l'habitat. c'est ça, en fait, c'est ça que je Style veux dire. Ouais. double vitrage, toiture. Bah, c'est des travaux pour Ça, il faut améliorer. le prêt à taux zéro de ce genre-là, oui, j'en ai parlé encore avec le responsable lundi. Oui, c'est faisable avec un plafond. Après, ce qu'il faut voir, parce que les échos que j'ai, moi, quand je travaille avec les banques ou avec les professionnels, c'est que parfois les écarts de devis, parce que la société est labellisée pour permettre le prêt à taux zéro de ce genre-là, compense le coût du prêt à taux zéro. Donc, regardez, oui, mais la banque le fait, la banque peut le faire, oui. Mais il faut normalement, en peine de mémoire, il faut 25% de travaux, je crois. 25%, c'est ça, 25% du coût total du projet avec les travaux inclus. C'est ça. Et puis après, les revenus, il y a les critères de revenus, il y a les zones aussi. Les Ouais, zones, Je crois c'était zone B, zone C, il me semble. c'est ça. c'est C'est ça. pour ça que quand tu vas sur le site de l'État, tu saisis oui. tes revenus, la zone, le montant d'achat, le montant des travaux, et ça va te calculer exactement si tu as le droit ou pas et dans quelle mesure. Merci. Je t'en prie, Luc. Est-ce que tu interviens sur toute la France, Christophe? Parce qu'il y a des. Oui, j'ai des conventions sur toute la France, j'ai des conventions nationales et régionales. Bien sûr, moi, je suis logé, j'habite et je travaille principalement sur Aix, Marseille, Pays d'Aix. Donc, l'avantage localement, c'est que j'ai plus de réseau puisque je connais beaucoup de directeurs d'agences dans différentes banques sur la zone. Mais je peux intervenir sur toute la France puisque j'ai des conventions nationales et donc ça me permet de financer à Lille, en Corse, de partout. Je peux également financer Martinique, Réunion, je peux financer loin. Donc, et on peut même financer pour ceux, j'ai eu le cas, un client voulait acheter un appartement au Portugal. Donc, c'était pas un financement classique, mais on a financé un appartement au Portugal en prenant une garantie hypothécaire sur un bien français, mais c'était faisable aussi, par exemple. Retenez également tous et toutes, parce que parfois on pense que d'une banque à l'autre, les taux sont à peu près équivalents, qu'il y a des écarts de taux qui peuvent être vraiment très importants d'une banque à une autre. Et vous verrez, quand je vous ferai suivre le deuxième document que je suis en train de finaliser, je vous le ferai suivre via Lori, qu'un écart de taux de 0,50, ne serait-ce que de 0,50, ça change vraiment la capacité d'emprunt d'un client. Donc quand la banque X elle fait un 4% à des clients et que la banque Y est capable de faire du 3,40 par exemple, l'écart de capacité d'emprunt, l'écart de mensualité change du tout au tout. Dans un cas, le dossier va peut-être passer juste, mais dans l'autre, il passera plus du tout. Donc, c'est pour ça que le courtier a tout son rôle à jouer. Et d'une, pour présenter de la meilleure manière le dossier auprès de la banque, pour que toutes les chances soient mises du côté du client. Et en plus, pour optimiser le coût, que ce soit via le taux, que ce soit via l'assurance, puisque chez Empratis, on fait également les assurances de prêt, pour que le coût soit le plus faible possible et que l'endettement soit le plus favorable possible. Et dernier point me concernant, c'est aussi, n'hésitez pas à faire appel à moi quand vous avez besoin de calculer. Léo, qui est parmi nous, le fait parfois, puisqu'on a l'habitude de travailler ensemble. Voilà, des clients qui cherchent un bien, mais ils n'ont pas calculé leur capacité. Évidemment, vous pouvez m'envoyer les clients, je calcule la capacité d'emprunt. Vous, ça vous permet de chercher vraiment un bien qui est dans le budget qui correspond au client. Et je les accompagne, je peux les accompagner après jusqu'à la signature notaire, jusqu'au déblocage des fonds, avec le dépôt des dossiers en banque, les négociations, même dans leur propre banque. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi le plus tôt possible. Et sachez que si vous m'envoyez des clients et que je finalise, que vous vendiez le bien ou pas d'ailleurs, hein, que je finalise avec les clients pour votre bien ou pour un autre bien, je vous rémunère tous et toutes. Une dernière question, excusez-moi, monsieur le Campion. Si le client, justement, fait déjà une demande, soit auprès d'un courtier ou auprès de sa propre banque, vous, derrière, vous ne pouvez pas, normalement, non? Si, vous pourrez quand même faire la demande auprès de sa banque? Ça dépend.
Ça m'est déjà arrivé que des clients aillent voir leur banque. Moi, après, je leur fais signer un mandat qui m'autorise à négocier avec les banques. Et je reviens vers la banque du client pour dire, voilà, moi, j'ai des offres aujourd'hui qui sont meilleures que ce que vous avez fait. Aujourd'hui, c'est moi qui négocie au nom du client. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Donc, il y a des banques qui m'ont déjà fait des contre-propositions par rapport à une première proposition. Mais c'est vrai que je suis plus libre de négocier quand la banque n'a pas été sollicitée. Parce que, par exemple, des banques comme la Banque Postale, si vous allez la voir, moi, je ne pourrais plus aller la voir derrière, alors que je peux avoir une grille meilleure qu'en agence. Donc, ça, c'est dommage. Donc, c'est mieux d'aller voir le courtier en premier plutôt que sa banque, parce que ça peut être très différent. Mais dans d'autres cas, j'arrive quand même à aller dans un deuxième temps. Ok. Merci. Je vois une question de Claudia. Quel est le protocole ou élément à vous fournir à distance pour nous en région bordelaise? Et si tu peux préciser le montant de tes honoraires aussi. D'accord. Alors, le protocole ou élément à vous fournir, quel que soit le lieu où vous faites appel à moi, pour contacter un client, j'appelle toujours de votre part. Donc, Claudia, là, en l'occurrence, je peux appeler n'importe quel client de votre part. Donc, nom, prénom, téléphone. Et après, ce que j'aime bien, c'est pour vraiment bien introduire la discussion. C'est, par exemple, il vous sollicite pour un bien que vous lui avez proposé, un bien à 300 000 euros dans la ville de Bordeaux, par exemple. Voilà, j'appelle Monsieur Durand de la part de Claudia pour un bien à 300 000. Bon, il sait qu'on est partenaire, il sait que j'ai au moins 2-3 infos. Et après, c'est moi qui fais l'entretien avec le client et qui vous revient précisément sur sa capacité, sur tout ce qu'on a pu échanger. C'est ce que je fais déjà avec mes partenaires. Pour ce qui est des honoraires, donc, évidemment, c'est à moi de les argumenter auprès des clients. Je les mets dans le plan de financement. Donc, on met le prix du bien, les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier de la banque, les honoraires. Et en contrepartie, on met le montant du prêt et l'apport. En général, on applique un forfait qui est autour de entre 2002 et 2500 euros. Après, sur des dossiers spécifiques de gros montants, complexes, etc., ça peut être vu à la hausse. Mais le seuil minimum est fixé entre 2002 et 2005 actuellement. Et la rémunération, excusez-moi, de l'apporteur? La rémunération de l'apporteur, elle varie en fonction de comment le financement va être fait. Moi, comme je vous l'ai dit, je prends des honoraires pour tous mes dossiers, ce qui veut dire que je ne suis pas attaché à travailler avec une banque qui me rémunère obligatoirement. C'est-à-dire qu'il y a des banques aujourd'hui qui rémunèrent et il y a des banques qui ne rémunèrent pas. Donc, ça va de 0% au mieux à 1% du montant du financement en termes de rémunération. Donc, moi, je rémunère soit 50% de la commission banque quand il y a une commission banque. Sinon, quand il n'y a pas de commission banque, ce qui arrive avec certaines banques qui ne payent pas, comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le CIC, le LCL, voilà, toutes ces banques-là ne payent pas du tout, mais parfois c'est le plus intéressant, donc je passe par eux parce que le devoir de conseil oblige. Je donne un minimum de 300 euros à l'apporteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais si tu le veux bien, Christophe, on va finir la visio. Juste que tu rappelles tes coordonnées. Mes coordonnées, Laurie va pouvoir faire suivre à tous les participants le support que je vous ai partagé. Ils sont dessus. Je vais les mettre dans le chat également. Et puis, je sais que vous pourrez les partager également quand vous serez sollicité. Donc, n'hésitez pas. C'est mon numéro de portable professionnel, mon mail professionnel. Je m'engage toujours à rappeler le client sur 24 heures maximum. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à moi. Même pour des questions d'accompagnement, ceux qui ont fait déjà appel à moi, je pense qu'ils pourront en témoigner. Bon, merci beaucoup, Christophe. Alors, la semaine prochaine, ça sera normalement un notaire ou un avocat. On attend la réponse du notaire, mais qui doit demander l'accord au crédit pour intervenir. Donc, on devrait avoir ça d'ici demain. Donc, la pop-up, les mails, etc., vous les recevrez dans la foulée dès qu'on aura la confirmation du notaire. Sinon, ce sera un avocat spécialisé dans l'immobilier. C'est notre avocat parisien qui nous défend sur tous les dossiers où il y a des soucis soucieux, on va dire. Ça peut être à la fois des problèmes de vice caché, de partage de
succession ou de partage de terrain avec des qui sont pas bornés ou sur. Donc voilà, on a eu pas mal de dossiers où effectivement il y a eu des soucis avec des problèmes d'épandage, de spunk, etc. Donc voilà, ce sera donc ou un notaire ou un avocat la semaine prochaine. Normalement, d'ici demain, on devrait valider tout ça. Voilà, si vous avez plus de questions pour Christophe Lecompion, merci beaucoup. Et je vous dis à jeudi prochain. Et en tout cas, d'ici là, bonne vente surtout. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.